Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Michel Rousseau, qui est un passionné par les phytotechnologies, qui a été impliqué pendant de nombreuses années au conseil d'administration de la Société québécoise de phytotechnologie. Il est évidemment fondateur de architecte paysagiste et associé principal chez Rousseau-Lefebvre. C'est un militant et qui œuvre dans le développement durable depuis les tout débuts. Il agit à titre d'expert reconnu en infrastructure verte, en phytotechnologie et en biophilie. Et aujourd'hui, il va venir nous parler de l'écosystème complet des acteurs impliqués dans les projets phytotechnologiques. Alors, Michel, à toi la scène. Ton choix. Lutrin. Merci. Bonjour tout le monde, bien content d'être parmi vous. 18 ans déjà, Jacques, je ne sais pas où tu es. Y avais-tu pensé au départ? Donc, Jacques Brisson, un des membres fondateurs. J'en ai pas manqué beaucoup au travers des années, fait que c'est toujours agréable, surtout dans cette salle mythique Henri Teuchère. Pour la présentation, lorsqu'on m'avait approché, on m'avait demandé de parler davantage justement des acteurs impliqués dans le domaine des phytos. Sur le coup, je dis, les gens habituellement, on vient au colloque de la SQP, c'est pour voir des plantes, pour aller voir des détails, des projets et tout. Puis là, je vais parler des gens. Ça ne sera pas sexy, mais rassurez-vous, je pense qu'on va faire le tour de manière très, très ouverte sur tous les acteurs qui sont impliqués et de regarder ça avec une approche écosystémique, parce que c'est vraiment un écosystème que nous formons et c'est essentiel si on veut vraiment avoir des projets qui vont réussir, puis des projets qui vont, où les phytotechnos vont se développer davantage, mais il faut qu'on se regarde entre quatre yeux, puis qu'on fasse des projets super intéressants ensemble. Donc, sans plus tarder, au niveau du déroulement de la présentation, fait qu'on va regarder en termes de contexte un petit peu parce que parfois, on prend ça un petit peu trop pour acquis. Donc, je vais aller dans le détail pour certains éléments. Après ça, on va regarder les différentes étapes d'un projet en phytotechno. J'ai résumé ça en 5 grandes étapes. Donc, la commande initiale, planification, réalisation, entretien et suivi. Et on va terminer évidemment sur une petite conclusion pour essayer d'aller plus loin ensemble et de changer nos façons de faire. Donc, au niveau du contexte, avant les phytos, bien, il y a les gens. Je pense que c'est une évidence, mais il faut vraiment qu'on prenne le temps de considérer cet écosystème-là de manière un petit peu plus allumée. Bon, premièrement, l'approche multidisciplinaire, on a parlé tantôt, c'est une évidence ça aussi. Oui, c'est merveilleux, mais ce n'est pas encore la norme. Ce n'est pas encore comme ça qu'on fait la plupart des projets. Donc, c'est définitivement la meilleure approche. Ça, je n'ai pas besoin de vous le vendre. Mais pourquoi qu'on a créé autant de spécialistes? Parce que c'est vraiment rendu assez complexe, assez compliqué, mais c'est tellement enrichissant quand on a accès à tous ces spécialistes. Bien, évidemment, pourquoi qu'on a fait ça? Bien, c'est parce que l'humain aime bien ça, créer des petites boîtes. Hein? Fait qu'on aime ça, chaque domaine d'expertise, chaque champ d'expertise bien défini, puis on essaie de ne pas se piler les uns sur les autres, mais on travaille en environnement. La nature s'en fout pas mal de ces petites boîtes-là. Fait que c'est à nous autres d'apprendre à travailler ensemble pour s'assurer qu'on va faire des projets qui seront complets. Donc, je vous ai dit tantôt, oui, approche pluridisciplinaire, ça va fonctionner si on travaille de manière écosystémique. Je vous ai mis la petite définition d'un écosystème que vous connaissez probablement tous et toutes, mais c'est important de se le rappeler qu'on va tout le temps essayer de considérer l'ensemble des parties prenantes. Pas juste l'équipe de conception, mais toutes les personnes qui vont être impliquées dans ce projet comme tel. Puis il y en a plusieurs qu'on sous-estime, puis on va regarder ça un petit peu en détail. Premièrement, le point de vue. Ça paraît très, très basique, mais notre point de vue, évidemment, est biaisé par nos formations respectives. Fait qu'on a été formés soit comme ingénieur, comme architecte paysagiste, comme biologiste, et on a déjà un regard qui est un petit peu biaisé sur les projets. Si je prends mon exemple, donc comme architecte paysagiste, formation universitaire,
probablement la seule formée en aménagement comme tel. On va avoir une formation sur l'écologie, construction, le sol, les végétaux, les aspects sociaux, l'esthétisme, tout ça. Mais même entre architectes paysagistes, on n'a pas le même point de vue, c'est clair. Est-ce qu'on a on est-tu les meilleurs experts pour réaliser un projet X? Sûrement dans notre domaine d'expertise, mais ça prend plus d'un point de vue pour avoir le meilleur projet. Donc, on l'a vu, ces différentes petites boîtes-là qu'on a créées, les humains, bien, si on se prive des différentes expertises qui ont été créées et qui ont été développées à gauche, à droite, on passe à côté de quelque chose. C'est pour ça qu'on vient dans ces colloques-là, comme la SQP, parce qu'on va avoir différents points de vue, puis il faut se nourrir de ces différents points de vue-là. Mais quand on fait nos projets, il faut prendre ce temps-là aussi pour considérer les différents points de vue. Donc, je vais vous donner un exemple de collaboration, un projet qui est en cours à la Ville de Montréal, la promenade Belle-Rive. C'est une commande que nous avons reçue de l'équipe pluridisciplinaire des berges de la Ville de Montréal. Je crois que j'en ai vu deux tantôt. Il y a Maxime qui est là, oui, Sarah qui est à côté, voilà. Et ce que ce client a demandé, c'est une équipe pluridisciplinaire pour faire le projet. Donc, dans le cas présent, on a parlé tantôt NHC La Salle, Roussel Lefebvre et T2 Environnement, les trois firmes principales impliquées dans le projet. Le postulat de base qu'on a fait pour ce projet, pour ceux qui ne connaissent pas la promenade Belle-Rive, super parc riverain qu'on a à Montréal, c'est le bord du fleuve, qui a été créé en remplissant carrément dans le fleuve avec des matériaux dont vous n'avez aucune idée qu'on est capable d'utiliser pour emblayer dans le fleuve. Et bien évidemment, il arrive certains problèmes de stabilisation du dit talus qui a été créé. Alors, le postulat de base qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'aller sur la stabilisation d'un talus, on voulait aller sur la création d'une berge qui soit vraiment vivante. Alors, qui dit vivant, dit approche écologique. Alors, le fonctionnement interne, je vous le déroule très, très rapidement. Donc, les architectes paysagistes mandatés comme chargés de projet pour s'occuper du concept de base, orientation des aménagements, les vues, expérience des utilisateurs, profil des pentes, les phytotechnos qu'on va privilégier. Et il y en a toute une autre série là, qui arrive. Fait qu'on a les ingénieurs civils, les hydrogéomorphologues que j'ai regroupés ensemble qui nous amènent le point de vue, oui, clairement un peu plus technique, mais cette vision du cours d'eau, comment se comporte le fleuve autant en été, en hiver, avec les bateaux qui passent, les biologistes qui vont regarder particulièrement pour ce qui est de l'habitat du poisson, parce qu'on veut une berge vivante, donc on veut créer des habitats. Toutes les espèces exotiques envahissantes aussi. Ingénieurs forestiers aussi pour regarder par rapport aux différentes phytos. Donc, super équipe, point de vue pluridisciplinaire, mais on a différents points de vue malgré tout à l'interne. Il y a eu différentes études qui ont été faites jusqu'à présent et bien, entre ingénieurs, ce n'est pas le même point de vue, entre architectes paysagistes, ce n'est pas le même point de vue. À même l'équipe de travail aussi, on a différentes façons de voir le projet, puis à l'intérieur même, donc, des différentes disciplines. Fait que tout ça pour dire que oui, c'est beau, il y a plein de points de vue, mais il faut trouver une façon de s'entendre entre nous autres et d'arriver au meilleur projet possible. Mais si on ne considère pas les différents points de vue, ça se peut qu'on passe à côté de quelque chose. Alors, comme résultat, évidemment, on a de super échanges. C'est des projets qui sont fascinants à faire. Il y a beaucoup d'expérience autour de la table. Beaucoup d'expertise. On essaie de couvrir tous les angles possibles. Évidemment, avoir une approche écosystémique, ça demande à considérer beaucoup d'éléments. On va accoucher d'une super planification. Le projet n'est pas terminé, mais on peut prédire que ça sera une super planification si on garde cette approche écosystémique tout du long. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est qu'une étape parmi d'autres. Donc, allons voir ces différentes étapes. Premièrement, la commande initiale. Tout part du client qui va décider, évidemment, comment on va orienter le projet. Et c'est drôlement important parce que pour en avoir jasé avec quelques collègues qui sont dans cette position, on dit « Ouais, mais moi, je cherche juste à lancer le document d'appel d'offres. » C'est pas vrai.
c'est dans le document d'appel d'offres déjà qu'on va définir quelle orientation va prendre le projet, comment il va se structurer. On va parler évidemment de la vision, les objectifs, le budget, l'échéancier, l'équipe de travail qu'on va avoir. Fait que si on ne prend pas une bonne direction, si on n'a pas pris le temps de regarder ça, bien, le projet va être déjà biaisé en partant. Puis évidemment, qui va lancer cette commande? Bien, ça dépend du point de vue professionnel, on l'a vu tout à l'heure. Et en termes de planification, est-ce qu'on a le temps de réaliser une bonne planification? Est-ce qu'on a les conditions pour le faire? Bon, ça a l'air que comme si je chialais pour ma propre paroisse, mais des fois, on va avoir des mandats qui apparaissent pendant l'hiver. Je n'ai pas pu aller sur le site avant. Il n'y a pas de données sur le site au préalable. Fait qu'on est, on est un peu dans un mode un peu plus théorique. Fait que ça peut être dommage. Fait que c'est toujours important qu'on puisse avoir les conditions gagnantes pour faire cette planification-là. Et comme sous-étape, je voulais vous parler de l'analyse, qui est malheureusement une étape qui est skippée en bon français trop rapidement. C'est l'étape clé, selon moi. Prendre ce temps-là. Dans l'exemple de la promenade Belle-Rive, l'équipe des berges de la ville a pris ce temps-là pour bien analyser toutes les conditions de site pour s'assurer qu'on va s'enligner dans la bonne direction. En termes de conception, bon, évidemment, ça n'apprend rien qu'avec les phytos, on intervient ou on crée des écosystèmes, fait que ce n'est pas une intervention ponctuelle, puis on disparaît après ça, puis tout va rester fixe dans le temps. Ça va évoluer et notre travail, c'est de prévoir cette évolution-là le mieux possible. En termes de plans de vie, bon, quelques éléments dont on ne parle pas assez. Si on n'a pas l'expertise, il faut aller la chercher. Parce qu'improviser, ça peut coûter cher, autant pour la réputation d'une firme que pour le client qui va investir beaucoup d'argent. Les fameuses recettes aussi. Donc, on vient chercher beaucoup d'informations dans ces colloques-là et tout, mais il faut s'assurer qu'on a expérimenté sur le terrain parce que sinon, appliquer une recette, ça aussi, ça peut coûter cher. La même chose pour les fameuses listes de plantes. Ceux qui me connaissent savent que je suis un petit peu allergique à ça parce qu'on va les appliquer telles quelles sans se soucier. Est-ce qu'on est vraiment en train de créer une communauté végétale? Si on est vraiment en train de créer un écosystème, ce n'est pas juste en lançant des plantes que tout va être réalisé. Allons justement du côté de la réalisation. Malheureusement, on manque encore d'entrepreneurs spécialisés au Québec du côté des phytotechnologies. Il y en a plusieurs et c'est un charme de travailler évidemment avec vous autres. Vous êtes quelques-uns ici présents. Mais il faut aussi penser à ceux qui sont appelés à faire cette réalisation. On a bien beau faire la meilleure conception au monde, mais si la période des travaux qui est réalisée, qui va être déterminée pour faire ces travaux-là, n'est pas bien choisi, bien évidemment, on s'attend à avoir des miracles quasiment d'un entrepreneur qu'on va squeezer dans sa réalisation. Donc, et l'autre chose, d'avoir un suivi serré sur les projets. Il n'y a pas tout le temps de la surveillance des travaux de la part des concepteurs. C'est dommage parce qu'il y a ce discours-là qui est absolument nécessaire entre les personnes qui vont réaliser et les personnes qui ont conçu. Parce qu'entre les plans et la réalité, c'est deux, on le sait, il n'y a pas un chantier qui ne se passe exactement comme ça a été planifié. Donc, ce discours-là, cet échange est essentiel et c'est vraiment génial quand on peut le faire avec les gens qui ont de l'expérience sur le terrain pour s'ajuster et faire de meilleurs projets. Du côté de l'entretien, oui, révélation choc ce matin, le sans-entretien qu'on nous demande, bien, ça n'existe pas. C'est important de le rappeler parce que c'est vraiment demandé. Ça fait des années qu'on en parle, mais ça revient encore. On le sait, les budgets sont limités, c'est clair. On manque de ressources, on manque de main-d'œuvre. Puis c'est pire que c'était, c'est clair, mais d'exiger quelque chose qui est sans entretien, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ce qui est à regarder, parce qu'il y a différentes choses qu'on peut regarder, qu'on a expérimentées avec le temps, c'est d'essayer de trouver la meilleure formule possible pour s'assurer que l'entretien va pouvoir se faire. Je vous lance quelques idées comme ça.
Ce qu'on a déjà vu, évidemment, c'est de définir un montant qui est appréciable. Parce que lorsqu'on laisse le montant à la discrétion de l'entrepreneur, surtout du côté des entrepreneurs généraux, là, on le voit moins dans les entrepreneurs qui sont spécialisés, mais ils vont mettre un montant qui est ridicule, sachant très bien qu'ils n'iront pas le faire, puis de payer une pénalité aussi minime soit-elle, c'est pas grave. Donc, de définir un montant qui est déjà fixe ou un pourcentage sur les plantations pour que ce montant-là soit appréciable, puis faire en sorte que l'entrepreneur va vraiment aller sur le terrain pour faire l'entretien qui soit nécessaire. Pour ce qui est de la durée, même chose, plus souvent, on voit 1 an. 1 an, ce n'est pas assez quand on essaie de créer un écosystème vivant. Alors, c'est peut être intéressant de considérer 1 an, 2 ans, 3 ans. D'avoir les conditions aussi. L'entrepreneur a besoin d'avoir les conditions nécessaires pour le faire. Il faut qu'il y ait un accès au site. Il faut qu'il y ait accès à des points d'eau s'il veut pouvoir arroser. Des camions-citernes, c'est merveilleux. On voit souvent ça dans les devis, là, mais il faut que le camion-citerne puisse se rendre. Et évidemment, peut-être regarder pour choisir des entrepreneurs qui soient spécialisés dans ce domaine. Il y en a et c'est excellent. Si on regarde pour des travaux qui seront faits en régie, bien évidemment, essayer le plus possible de prévoir les sommes et le personnel qui pourrait être affecté à cette tâche et évidemment qu'il y ait de la formation qui puisse suivre ça parce que ça évolue constamment. Donc, en conclusion, bien, assurément prévoir un budget suffisant, le prévoir dès le départ. Mais je vous lance une petite idée comme ça. Pourquoi ne pas prévoir un budget aussi supplémentaire pour des travaux correctifs? Parce qu'on voit que dans bien des cas, la nature va se diriger d'une façon qu'on n'avait pas prévue exactement comme ça. Et si on n'intervient pas rapidement, toutes les fonctions qu'on voulait dans nos aménagements avec nos phytos, bien, les fonctions seront mises à risque et ça serait dommage qu'on perde tous les investissements que ce soit public ou privé, dans les aménagements. Donc, d'essayer de prévoir ça dans les budgets, je sais que d'un point de vue municipal, c'est très difficile, mais d'avoir cette possibilité-là de pouvoir intervenir 2 ans, 3 ans après les travaux pour s'assurer qu'on redresse la barre rapidement. Du côté de l'entretien, bien, juste un petit, oui, je vois des sourires en avant, mais il fallait absolument que j'en parle, les fameuses fiches techniques de la SQP. Il y en a une sur l'entretien des phytos, donc je vous recommande fortement à vous la procurer. Et toujours pour essayer de pousser ça un petit peu plus loin, je voulais amener une petite discussion sur l'utilisation des pays. On utilise beaucoup les pays, malheureusement à outrance dans les projets. Si on va avoir une approche écosystémique, pourquoi ne pas considérer l'utilisation de communautés végétales dans nos projets? L'idée, c'est de pouvoir occuper le plus de niches possible dans les aménagements, donc considérer nos différents végétaux spécialisés pour ça, pour faire en sorte qu'on va pouvoir mieux combattre et se prémunir contre les adventistes qui attendent juste ça qu'on vienne perturber les sols. Là. 10 minutes, je suis dans le temps, c'est bon. La clé pour apprendre, la dernière sous-étape, le suivi. Pas sous-étape, mais étape. Ça aussi, c'est malheureusement, on passe par-dessus. Pour moi, c'est probablement une des étapes les plus importantes. C'est vraiment la clé pour apprendre ce suivi après travaux, après entretien. Ça peut prendre évidemment plusieurs formes. Vous avez vu, il y a quelques images, c'est toujours en lien avec le propos de la diapo. Vous avez l'exemple d'un projet qui a été réalisé il y a quelques années où vous voyez des vivaces qui étaient insérés dans de belles pochettes. C'était prévu pour qu'il y ait un enracinement puis que ça puisse passer l'hiver, mais l'entrepreneur a eu le OK pour faire les travaux au mois de novembre. Fait que les techniques ne fonctionnaient pas, donc on avertit notre client, mais bon, tout est en marche et l'entrepreneur devait réaliser ses travaux. Fait qu'il a mis les belles petites plantes et les plantes, on les a retrouvées au printemps suivant, flottant à la surface de l'eau. Donc, ce suivi, ça peut prendre plusieurs formes. Premièrement, des réunions de rétroaction à l'interne. Je pense que ça ne coûte pas cher et ça vaut la peine si on veut pouvoir apprendre. Ça peut être via des mandats qui sont reliés sur des diagnostics, donc venir faire des diagnostics après coup pour voir est-ce que ça a vraiment bien fonctionné. Il y a la recherche et développement aussi qui est vraiment génial pour pouvoir
pour pouvoir suivre nos projets. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, ça nous évite non seulement de répéter les mêmes erreurs, de faire ce suivi-là, mais c'est de s'empêcher de progresser si on ne le fait pas, là. Parce que sinon, on va répéter la même petite recette. Même si ça fonctionne, on va s'empêcher de progresser si on ne retourne pas pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est, bon, je l'ai dit tantôt, c'est super important d'y aller pour pouvoir intervenir si jamais il y a quelque chose qui n'a pas bien été pour éviter de tout perdre. Et ça concerne tous les acteurs de la chaîne. Ce n'est pas juste ceux qui vont faire de la conception ou de la réalisation, ça concerne vraiment tout le monde. Alors, je vais vous parler en terminant sur le suivi comme tel. Bon, au niveau chez Rousseau-Lefebvre, ça fait 20 ans qu'on fait de la recherche et développement, donc autorisé par le gouvernement fédéral et provincial. On retourne volontairement sur nos projets et autres projets, donc pas juste sur les nôtres, pour apprendre. Carrément, donc à chaque année. Puis là, c'est Isabelle Duprat qui dirige la R&D au bureau ces temps-ci. On va aller voir c'est quoi qui n'a pas été à la hauteur, puis aussi constater certaines surprises, parce que ça, c'est ça qui est le fun. On en découvre sur place des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mais tout ça, c'est pour l'aspect technique. Malheureusement, l'aspect humain n'est pas au rendez-vous. C'est rare qu'on va retourner avec les collègues qu'on a fait des autres professions pour faire les projets, pour voir comment on ferait ça la prochaine fois ensemble. Mais bon, ça, c'est un souhait que je formule. Ça serait le fun éventuellement. Donc, je vous lance quelques exemples comme tels. Ça, c'est le projet qu'on a fait pour ceux qui sont venus à la visite technique à l'automne dernier. Le pavillon Énerginet 0 sur le parcours Gouin à Montréal, où vous avez des espaces de biorétention qui ont été prévus. C'est un pavillon d'accueil, donc ça devait être vraiment très accueillant, florifère et tout. Donc, on devait ajuster un petit peu nos végétaux champions en conséquence. Donc, il y avait un petit peu plus il y a un côté un petit peu plus horticole dans l'approche. Mais finalement, il n'y a pas eu d'entretien, mais pas du tout. Fait que ceux qui sont venus ont pu voir à quel point la verge d'or, les peupliers et autres plantes pionnières ont bien colonisé l'espace. C'est un beau look, c'est le fun, mais c'est complètement différent de ce qui était prévu initialement. Mais ce problème d'entretien dans les projets, ce qu'on se pose comme question au bureau, c'est que est-on responsable aussi de la propagation des espèces exotiques envahissantes comme concepteur? Si on arrive sur je parle particulièrement pour les grands projets, on est sur de grandes surfaces, on perturbe les sols, on arrive avec nos aménagements, puis si on n'a pas les conditions gagnantes, malheureusement, les adventistes vont arriver et ça va être le party parce qu'on a vraiment déroulé le tapis rouge pour eux autres. Le deuxième projet qu'on avait vu lors de la visite technique, donc c'est l'étang du parc Hunsick. Problématique de qualité de l'eau. Donc, on avait été appelé dans le cadre de diagnostic pour voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Bon, évidemment, la première constatation surprise, c'est que la pompe ne fonctionnait pas, était brisée et n'avait pas été réparée. Fait que tous les beaux systèmes de marais filtrants auxquels Jacques a participé, bien évidemment, ne fonctionnaient pas. On avait un petit problème là-dessus. Donc, il y avait ça à corriger, puis il y a d'autres petites choses qui ont été corrigées entre-temps aussi, parce que là, on se ramasse avec une grande soupe qui se fait chauffer la couenne par le soleil. On a beaucoup, beaucoup de volatiles dans ce coin, donc à part de matière organique drôlement intéressante, fait que si on n'avait pas cette pompe qui repartait ou si on n'avait pas d'oxygénation, évidemment, on était pour avoir cette belle floraison verte à la surface. Projet, toujours en R&D, on avait fait un projet de recherche avec l'UQAM, avec Christian Messier et Alain Paquette sur... oui, merci. On voulait aller voir la différence de température entre différentes surfaces végétalisées. Donc, observez la photo du haut. On a un gazon qui est très, très court et en bas, on a un aménagement un petit peu plus complexe avec plusieurs strates. Alors, ce que l'étude a démontré, et je vous parle de température au sol et non pas température ressentie parce qu'il y a une bonne différence,
Vous voyez l'écart, on a 14 degrés de différence, 14 degrés Celsius entre le gazon court et l'aménagement un petit peu plus complexe. L'étude, évidemment, est un petit peu plus complexe, là, mais déjà entre un gazon court et un gazon long, 5 degrés de différence. C'est déjà pas pire. Entre un gazon court et une plate-bande d'herbacées, on tombait à 7 et vous avez l'aménagement un petit peu plus complexe, donc 14 degrés de différence. Autre chose, on étudie beaucoup les adventistes, Isabelle et moi, par les temps qui courent dans les projets. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que malheureusement, on utilise peu les espèces rudérales dans les projets. Donc, ces végétaux qui se comportent un petit peu comme les adventistes, qui ont des conditions ou des traits fonctionnels qui s'y rapprochent. Il y en a plusieurs belles, vous en avez une à l'écran. On parlait d'occuper des niches écologiques le plus possible et utiliser peut-être un petit peu moins de l'EPI. L'utilisation des plantes rudérales est vraiment une approche à considérer. Parce que ça fonctionne bien, les aménagements. On est allé en voir et ça fonctionne bien. Autre vérité de la palisse ici, donc la densité de plantation. Lorsqu'on intervient en phyto, on est en milieu naturel bien souvent. On a des grandes surfaces à couvrir. Si on respecte les belles distances de plantation entre chaque plante qu'on a appris à l'école, bien, ça se peut qu'on va créer des trous qui ne seront pas remplis rapidement par nos végétaux. On va avoir des pertes, évidemment. Quand on intervient en milieu naturel, on a beaucoup de ces pertes. Fait qu'il faudrait avoir tendance à densifier davantage nos plantations pour augmenter notre résilience dans les aménagements. En conclusion, donc, 3 éléments que je voulais, avec lesquels je voulais attirer votre attention avec 3 qualificatifs importants. Bon, premièrement, la collaboration, pour moi, c'est obligatoire. C'est non négociable. On est rendu là. Il n'y a plus de projet qui doit se faire avec un seul point de vue. Deuxièmement, la communication avec les citoyens. Si on veut pouvoir progresser plus rapidement avec les phytos, il faut s'assurer qu'on va amener les citoyens à avoir davantage de connaissances. Je prends pour exemple la gestion différenciée des espaces verts qu'on a tenté de faire il y a plus de 20 ans. Il y avait le maire Bourque à l'époque, l'ancien directeur du Jardin botanique, qui voulait amener cette approche beaucoup dans les parcs, mais on n'a pas, d'un point de vue communicationnel, on n'a pas amené ça du côté des citoyens. Fait qu'évidemment, du jour au lendemain, on passait d'un beau parc entretenu à de la fardoche dans les parcs. Donc, si on n'amène pas cette notion de connaissance du côté de la population en général, on va progresser, mais on va progresser plus entre nous autres. Donc, je pense que c'est important de les amener à comprendre. Là, on est beaucoup sur le mois de mai sans tonte, on est les insectes pollinisateurs, c'est parfait. Il faut continuer en ce sens pour amener ces connaissances-là parce que ça va faire pression sur nos élus qui vont évidemment être plus réceptifs à faire des aménagements, incluant les phytos. Et le dernier point, cette mise en commun des informations, pour moi, c'est salutaire. C'est comme ça que les phytos vont se développer si on partage tout le monde ensemble nos résultats. Merci. C'était parfait. Merci, Michel. Super intéressant d'entendre justement les interactions entre les différents acteurs. Puis on aime toujours les gens d'expérience qui viennent nous raconter leurs anecdotes sur comment les gens de d'autres professions doivent jongler avec des impératifs d'aller planter des plantes en novembre dans des petites pochettes qui finalement vont tous débouler. Moi, j'avais travaillé avec des ingénieurs qui voulaient faire des tests hydrauliques sur des plantes qui venaient de mettre en terre 3 semaines plus tôt. Donc, on en voit de tout. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions? Il y a des micros. Oui, M. Brisson, vous pouvez vous avancer au micro pour qu'on entende votre voix. Alors, Jacques Brisson, Université de Montréal. Bonjour, Michel. J'ai beaucoup aimé le fait que tu parles des différents acteurs en phytotechnologie, puis même au niveau de la conception puis de la réalisation, c'est un champ d'expertise qui est fantastique au niveau de la multidisciplinarité parce que, oui, c'est des plantes, donc ça prend horticulteur, ça prend architecte du paysage, biologiste, mais dépendant du projet, ça peut prendre aussi un ingénieur. Si on est dans les toits végétalisés, bien, ça prend un architecte.
Si on fait de la phytorémédiation des sols, bien, ça prend des chimistes. Donc, c'est vraiment un champ où il y a beaucoup d'expertise pour réaliser un projet. Il reste quand même que pour la réalisation du projet, ça prend un chef ou une chef d'orchestre. Ça prend un phytotechnologiste. Mais bien qu'on utilise le mot phytotechnologie depuis presque 20 ans, personne ne se dit « Ah, moi, je suis un phytotechnologiste ». Mais ça en prend quand même un. Selon toi, puis là, j'imagine ta réponse, si un chef ou une chef d'orchestre, le phytotechnologiste, celui qui est le mieux placé, est-ce que c'est l'architecte du paysage? L'architecture du paysage qui est le mieux... C'est une question biaisée, évidemment. Je parle à un architecte du paysage, mais... La réponse est là. On va créer une nouvelle boîte. Claire, je vais te surprendre, mais c'est non. Je ne pense pas que le phytotechnologiste vient d'une seule profession. Dans le cadre d'un projet, ça va être plus l'ingénieur forestier, le biologiste, l'architecte paysagiste. Fait que je ne crois pas à cette vision, même si on a plein d'expertise, on a plein de chapeaux, je ne crois pas à cette vision unidisciplinaire. Puis, je compléterai avec ton intervention, Jacques, ce que j'ai oublié de mettre dans la présentation, je m'en suis rendu compte hier soir, malheureusement. On ne parle pas assez des chercheurs. Les chercheurs sont peu impliqués dans cette chaîne qu'on a vue. Là, on parle de projets plus traditionnels de commandes publiques ou de commandes privées, mais les chercheurs, on le voit de plus en plus. La SQP participe avec Monique à l'Université Laval, entre autres, sur le projet FLAG. Oui, c'est bien ça. Où là, on rassemble un paquet d'experts différents, puis on discute entre nous autres. Bon, on a parlé des freins, entre autres, sur l'avancement des phytos, mais de confronter des points de vue, il faut le faire entre nous autres, c'est clair. Mais je trouve qu'il va falloir trouver une façon que les chercheurs soient davantage impliqués dans tout ce processus-là, parce que vous avez ce temps, vous avez... sky's the limit parfois, vous ne fermez pas sur certains enjeux. Nous, souvent, c'est le temps, c'est le budget qui nous limite, mais de pouvoir discuter avec des chercheurs dans le cadre d'un projet, ça serait vraiment génial. D'ailleurs, les chercheurs sont fortement impliqués aussi dans la formation de la relève, puis il y a de plus en plus de programmes qui se développent pour des formations sur les solutions fondées sur la nature. Les ingénieurs commencent à essayer d'intégrer des biologistes dans leur rang pour faire des formations hybrides. Fait que peut-être qu'un jour, on aura des phytotechnologues pour de vrai qui seront des chefs d'orchestre de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on a une dernière question? Je trouvais ça intéressant au niveau de... Parce que quand tu as parlé de l'acceptabilité sociale, c'est vraiment une étape pas mal importante. Disons que les projets que j'ai connus, je travaillais pour la Ville de Montréal dans le temps, Promenade Belle-Rive dans les années 90, gestion différenciée. Et puis, ça n'a pas été accepté, la gestion différenciée, parce que, justement, le public n'a pas été informé adéquatement. Mais là, je regarde maintenant, il y en a beaucoup plus. Là, je regarde heureusement la petite patrie, les terre-pleins, beaucoup d'endroits au Québec où ça commence à s'implanter, ça, la gestion différenciée des espaces verts, comme à Granby, des endroits comme ça. Alors, c'est sûr que l'acceptabilité sociale a joué un très grand rôle également. Une question rapide. Salut, ben oui. Merci de vous présenter pour le bénéfice des Donc, autres. Shakib Benhamdan, Ville de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent. On a travaillé souvent avec Michel. Je vais parler de l'entretien. Tu imagines bien que c'était ça l'objectif de ma question. Tu l'as dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'entretien zéro, on le sait. Ceci dit, il faut trouver un juste équilibre entre la capacité opérationnelle du client et la proposition qu'on fait au moment de la conception. Et il faudrait peut-être que, justement, ça ne sera pas un phytotechnologiste, mais quelqu'un qui puisse évaluer, parce que la question, on la pose souvent, combien ça va nous coûter d'entretenir cet espace? Et on a rarement la bonne réponse. Donc, je pense que cette notion-là de trouver un bon équilibre entre un beau projet et quelque chose d'entretenable dans le temps, parce que tu l'as dit aussi des fois, quand on fait un projet très joli, mais qu'après on n'arrive pas à l'entretenir, ben, il n'est pas joli très longtemps. Oui, tout à fait. Bien, il y a deux choses encore là que j'amènerais comme réponse. Les équipes d'entretien sont rarement impliquées dans la planification des projets. Fait qu'à chaque fois que c'est possible, on demande à ce qu'ils fassent partie, parce que c'est eux autres qui vont avoir cette responsabilité-là éventuellement. Clairement, pour aider les gestionnaires municipaux de pouvoir définir ça serait quoi le type d'entretien,
On veut que ça coûte le moins cher possible, c'est clair, mais il faut quand même en prévoir une. Et ce qui peut drôlement aider aussi, c'est d'y aller avec un devis d'entretien. Ce n'est pas tout le temps exigé. Parce que entre les documents initiaux, même si on fait des projets, des plans tels que construits, donc fait qu'on a vraiment la vraie vie qui est sur le plan, mais comment entretenir ça, comment ça va se comporter, il n'y a pas les recettes qui viennent avec. Et on sait, il manque de temps, il manque de personnel et tout. Fait que je parlais de formation tantôt, mais un guide d'entretien, c'est génial là-dedans. On explique exactement comment ça a été prévu, puis comment on devrait pouvoir l'entraîner et comment on devrait s'adapter en fonction de ce qui va arriver aussi. Fait que c'est une chose qui soit faite par le consultant, qui soit faite à l'interne. Je pense que c'est un outil, c'est un guide qui devrait aider évidemment les gens qui sont du côté de l'entretien. Merci. D'ailleurs, pour créer le magnifique guide d'entretien sur des phytotechnologies de la Société québécoise de phytotechnologie, ça a été très difficile d'avoir des estimés financiers. Donc, s'il y a des scientifiques dans la salle et que ça leur tente d'aller faire des entretiens semi-dirigés avec des architectes paysagistes et autres personnes qui font l'entretien pour compiler réellement des bases statistiquement valables, des coûts d'entretien pour les projets, ça serait vraiment super utile pour le transfert de connaissances. Alors, merci beaucoup, Michel. Sur ce, ne te sauve pas tout de suite. On va te remettre un chèque cadeau d'une valeur de 100 $, gracieuseté des sols Champlain, pour aller magasiner à la boutique du Jardin botanique, ainsi qu'une magnifique plante que Christian Dufresne nous a apportée pour toi. Merci beaucoup. Merci.